Merci Monsieur Le Gallou de nous recevoir pour répondre à quelques questions qui sont destinées à être publiées dans la revue de Civitas qui paraît régulièrement. Donc aujourd'hui nous parlons de votre dernier ouvrage sur l'immigration. Donc c'est le dernier ouvrage, mais c'est le 4e livre que vous produisez sur le même thème. Celui-là porte un titre particulièrement évocateur, Immigration, la catastrophe, que faire? Alors c'est un tableau que vous dressez déjà dans le titre. Est-ce qu'il n'est pas risqué de parler d'emblée de catastrophe, ce qui peut laisser penser que vous allez traiter un petit peu d'une façon déséquilibrée et un peu non objective le sujet? Non, je crois que j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Ça m'a été proposé. Mais je crois que si j'avais mis un point d'interrogation, je n'aurais pas dit ce que je considère comme la réalité. La réalité, c'est que c'est une catastrophe à peu près dans tous les domaines, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des salaires, du logement, de la famille, de l'écologie aussi. Dans tous les domaines, c'est une catastrophe et je traite cela de manière objective, point par point, avec des démonstrations et des tableaux. Et puis, si vous voulez, c'est aussi une opération de rééquilibrage, puisque depuis 30 ans ou 40 ans, on nous dit que l'immigration est une chance pour la France, c'est la doxa médiatique, la réalité est, je crois, le contraire, et donc dans les 15 premiers chapitres, j'apporte point par point la démonstration, les arguments en tout cas, pour prouver que c'est une catastrophe. Vous voulez simplement un chiffre, un sujet, et puis les autres pourraient être démontrés de la même façon. Il n'y a pas de problème d'insécurité en France, contrairement à ce qu'on raconte. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il y a un problème d'immigration. Pourquoi ? Vous avez recensé par la police judiciaire 35 bandes criminelles en France, bandes du crime organisé pour le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le trafic de métaux, et j'en passe. 35 grandes bandes criminelles organisées. Sur ces 35 grandes bandes criminelles organisées, 32 sont étrangères. 32 sont étrangères. Pour sauver l'honneur français, que reste-t-il? Une bande marseillaise et 2 bandes corses. Voilà un premier élément de démonstration. Maintenant, si vous regardez dans nos prisons, les délinquants qui sont emprisonnés, eh bien, à 65 à 70%, ils sont étrangers ou issus de l'immigration, à plus de 50% musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans l'immigration, à la première, à la deuxième ou à la troisième génération, eh bien, nous pourrions donner à nos détenus français des duplex ou des 3 pièces. Et donc vous voyez que quand on veut régler le problème de l'insécurité, si on continue de laisser venir chaque année des populations supplémentaires dont se trouvent issus, pas évidemment, pas tous ne sont pas délinquants, mais en tout cas, c'est parmi ces populations-là qu'on trouve la plus forte proportion de délinquants, et c'est la cause, bien évidemment, de l'insécurité que nous connaissons. Bon, les conséquences sur les salaires sont aussi, mais on pourra peut-être y revenir, dans tous les domaines, il y a des problèmes, y compris dans le domaine écologique. Dans le domaine écologique, parce qu'on ne peut pas à la fois dire on veut protéger le territoire et puis faire venir en permanence des gens d'ailleurs. Actuellement, vous savez, la région Île-de-France a acheté des espaces verts, des terrains boisés pour les protéger. Eh bien, du côté du Val-Maubuée, il y a un de ces terrains qui est occupé, alors que c'est un terrain protégé, par un campement de Roms. Vous voyez qu'aussi en matière écologique, il y aurait beaucoup à dire. Donc, parmi les problèmes, les aspects négatifs de l'immigration que vous dénoncez, le traitement statistique du problème. Selon vous, le traitement statistique est pour le moins orienté, empêchant de mesurer, c'est le cas de le dire, correctement le phénomène, et de poser un diagnostic objectif, c'est-à-dire un diagnostic appuyant la thèse catastrophiste.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples emblématiques de ce traitement statistique? Si vous voulez, le traitement statistique tel qu'il a été présenté par les instituts officiels, l'INSEE ou l'INED, a toujours eu pour objectif de minorer les choses, de donner une présentation minorée des choses avec deux arguments. Il n'y a pas plus d'immigrés maintenant qu'il y a 50 ans, ce qui est évidemment faux, mais parce qu'on prend effectivement en compte, il y a deux biais, il y a deux phénomènes différents. Il y a le phénomène au regard de la nationalité. Et là, dans ces cas-là, on prend le nombre d'étrangers. Mais le nombre d'étrangers diminue régulièrement pour une raison très simple, c'est que beaucoup, il y a eu certaines années où c'était jusqu'à 150 000, obtiennent la nationalité française. Donc, si vous voulez, en même temps qu'on a une entrée qui augmente le nombre, il y a une sortie sous forme de sortie statistique. Si ces 150 000 étrangers et si leurs enfants étaient tous parfaitement assimilés, le problème ne se poserait pas. Le problème ne se poserait pas ou ne se poserait plus comme il ne se pose pas ou ne se pose plus pour les immigrations d'origine européenne, qu'elles aient été italiennes, polonaises, espagnoles, aujourd'hui portugaises. Il n'y a pas de problème parce que ce sont des populations d'origine européenne, généralement chrétiennes, et qui se sont dans l'ensemble très bien assimilées. Bon, donc il n'y a pas de problème. En revanche, pour les immigrés venus d'ailleurs, pour les étrangers venus d'ailleurs, venus du Maghreb ou d'Afrique, il n'y a pas d'assimilation, ou plus exactement, il y a assimilation pour un petit nombre d'individualités, mais il n'y a pas assimilation globale. Et par conséquent, par les statistiques, on dit ils ont la nationalité française, ils obtiennent la nationalité française, beaucoup ont la nationalité française, pour les enfants, ils l'obtiennent, qu'ils naissent en France, ils l'obtiennent à 13 ans ou 18 ans, et on dit au fond, passez muscade, le problème est réglé. Sauf que c'est pas parce que vous changez un terme juridique, un terme administratif, que vous changez une réalité culturelle, une réalité civilisationnelle. Voilà un des nombreux biais des statistiques. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. La dimension statistique du diagnostic renvoie effectivement à la problématique démographique. Quels sont les chiffres qui vous conduisent à soutenir la thèse du grand remplacement? Alors, il y a un double grand remplacement. Il y a un grand remplacement démographique et il y a un grand remplacement civilisationnel. Le grand remplacement civilisationnel découlant du grand remplacement démographique. Alors, je vais développer chacun de ces thèmes. Le grand remplacement démographique, eh bien, on le mesure, on le voit dans les écoles et on le mesure dans les maternités. Il se trouve qu'en France, depuis 2001, on dépiste sur l'ensemble du territoire une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui s'est développée dans les pays qui étaient à un moment ou à un autre soumis à du paludisme notamment. Et c'est donc une maladie génétique qu'on trouve chez les populations qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique noire, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Inde, qui viennent aussi d'Amérique latine et du sud de l'Asie. Et donc on dépiste les nouveau-nés, dans leur intérêt bien sûr, et dans l'intérêt de leurs parents. Quand on a dépisté sur l'ensemble du territoire, en 2001, à l'époque, on dépistait 21% des enfants. On dépiste aujourd'hui, on a dépisté l'an dernier, on a dépisté 36% des enfants. Donc vous voyez l'ampleur de la progression. Un tiers des nouveau-nés, donc, ne sont pas aujourd'hui d'origine européenne. Et dans certaines régions, le chiffre est encore plus fort, puisque en Rhône-Alpes, c'est 40%, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 50%, et en Île-de-France, c'est 66%. 66% des nouveau-nés en Île-de-France ne sont pas d'origine européenne. C'est ce qu'on peut appeler un grand remplacement démographique. Et ce grand remplacement démographique débouche sur un grand remplacement civilisationnel. J'ai utilisé, lors des rencontres de Béziers, une formule qui a choqué la bien-pensance,
qui a choqué le Nouvel Observateur, qui a choqué les Inrocks, et qui est la suivante. De même qu'il y a des pommes sous les pommiers, les Africains africanisent et les musulmans islamisent. Et on voit effectivement un changement culturel et civilisationnel qui là aussi se mesure. C'est le nombre de mosquées qui se multiplie, plus de 3000, peut-être 3500 aujourd'hui, avec les lieux de prière plus ou moins reconnus. C'est le voile islamique qui se répand partout. C'est l'abattage halal, qui est un abattage contraire à nos traditions, contraire aux règles évitant la maltraitance animale, et qui s'est développé de manière considérable, au-delà même d'ailleurs, parce que là il y a une alliance des marchands et des musulmans, qui s'est développée au-delà de la population musulmane, puisqu'aujourd'hui la moitié des animaux de boucherie en France sont abattus selon le mode halal. Donc on voit un changement civilisationnel. Il y a des villes françaises aujourd'hui qui sont des villes musulmanes, des villes maghrébines, des Molenbeek français. C'est le cas notamment de Saint-Denis, où pourtant se trouve la sépulture de nos rois dans la basilique. Les chiffres que vous venez de nous donner font froid dans le dos. Pourtant, dans votre livre, vous écrivez « La première raison, tant chronologique que logique de la catastrophe actuelle, est idéologique et non démographique ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une raison, il peut y avoir une raison démographique, en même temps qu'une raison économique dans l'arrivée d'un certain nombre d'hommes et de femmes, d'abord les hommes, ensuite les femmes, des pays du Maghreb, d'Afrique ou du Proche-Orient. La raison démographique, c'est effectivement la pression du nombre. Il y a un taux de fécondité beaucoup plus élevé en Afrique noire notamment, où il est de l'ordre de 5 enfants par femme qu'en Europe, c'est bien évident. Il y avait 200 millions d'Africains il y a un peu moins d'un siècle, il y en a 1 milliard aujourd'hui, il y en aura 2 milliards dans les 20 prochaines années. Donc il y a une pression démographique. Il y a aussi un intérêt économique de la part de ceux qui viennent parce qu'ils pensent trouver une sorte d'Eldorado, un endroit où la vie est plus facile. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à ce qu'ils entrent en France, en Europe, et à ce qu'ils y restent. S'ils y rentrent, s'ils y restent, contre la volonté des peuples, si vous voulez. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois qu'on consulte les peuples sur ce sujet, directement ou indirectement, directement par référendum, comme les Suisses le font, ou indirectement par l'élection de représentants, c'est moins satisfaisant, mais ça se fait, les peuples ne souhaitent pas l'immigration. Et si vous regardez même en France, depuis 30 ans, la majorité les partis politiques qui ont obtenu la majorité, si on totalise le Front National, le RPR devenu UNP, devenu les Républicains, tous ont fait campagne en expliquant qu'ils voulaient arrêter l'immigration. Et l'immigration a continué. Pourquoi? Pourquoi elle a continué? Parce qu'elle correspond, au fond, aux intérêts de la superclasse mondiale qui veut installer le mondialisme sur toute la Terre, sur la planète entière, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, ce qui est une chose, la libre circulation des capitaux, ce qui est une autre chose, et la libre circulation des hommes, ce qui est encore une autre chose infiniment différente, parce que cela suppose que les hommes soient substituables les uns aux autres. Et ça, c'est une vision économiciste du monde. On considère qu'au fond, un Africain, un Maghrébin, un musulman, à partir du moment où il travaille, c'est un producteur comme un autre. Peut-être est-ce un producteur comme un autre, mais c'est un homme différent des autres qui appartient à une autre culture, à une autre civilisation que la nôtre, et il n'y a pas de substituabilité. Voilà. Mais il y a derrière cela, effectivement, une volonté politique qui est celle, effectivement, de la superclasse mondiale, c'est-à-dire les principaux dirigeants financiers du monde, les représentants des banques, les représentants des multinationales,
qui agissent, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, souvent de concert avec l'extrême gauche pour ouvrir les frontières. Vous avez un exemple qui est l'association No Borders, qui s'agite beaucoup du côté de Calais pour pousser les clandestins à développer leurs revendications. C'est les militants gauchistes de No Borders qui avaient monté l'opération d'assaut d'un ferry à Calais. Eh bien, No Borders, à la base, vous trouvez des militants d'extrême gauche, mais dans le financement, vous trouvez un certain nombre de grandes fondations américaines, dont la fondation de George Soros. Voilà. Et donc, il y a là une volonté politique et qui pèse aussi, donc qui pèse sur l'opinion de deux manières, puisque cette volonté politique, elle pèse d'abord en finançant toutes ces ONG, ces organisations non gouvernementales, qui reçoivent aussi d'ailleurs des subventions publiques, et puis elle pèse aussi parce que les médias dominants, la doxa dominante, est favorable à cette immigration. On le voit de manière tout à fait évidente. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la question des médias. J'ai publié un livre sur la tyrannie médiatique. J'anime toutes les semaines sur TV Liberté une émission immédiat. Eh bien, si vous voulez, quand vous analysez les images de ce qu'on a appelé les migrants, la vague des migrants qui sont arrivés depuis la Grèce vers l'Autriche, vers l'Allemagne, etc., ce sont essentiellement des hommes jeunes entre 20 et 35 ans. Mais les images de la télévision, les images, les photos des journaux, les narrations des radios, c'est pas ça. C'est pas des hommes jeunes qui se précipitent pour franchir des frontières plus ou moins violemment, c'est généralement des familles, c'est-à-dire une maman tenant à la main sa petite fille, un papa ayant sur ses épaules un petit garçon qui lui-même porte un nounours. C'est très important, le nounours. Moi, je dois dire, j'ai eu quelques enfants, je n'ai jamais réussi à faire beaucoup de kilomètres avec l'enfant sur le dos sans qu'il perde le nounours. Mais apparemment, là, c'est possible. Tout simplement parce que le nounours, il arrive avec la caméra et avec l'appareil photo. Et c'est le photographe, c'est le caméraman qui donne le nounours. Et évidemment, vous craquez quand vous voyez ces images-là. C'est comme ça qu'on manipule les opinions publiques, à travers les organisations humanitaires et à travers les images. C'est la même chose avec les bateaux qui font naufrage. Les bateaux ne font pas naufrage. Ils se mettent en panne quand ils sont à proximité d'un navire susceptible de les secourir, qu'il s'agisse d'une organisation non gouvernementale, financée dans les buts que l'on imagine, ou même qu'il s'agisse d'une marine nationale. Mais là aussi, on met en scène des images pour ahurir, sidérer les opinions publiques européennes. Au final, ce diagnostic ne revient-il pas à minorer la cause démographique ? On pourrait vous opposer que malgré toute la résistance morale et idéologique que l'on peut opposer à la pression migratoire, elle se fracassera sur le roc du différentiel des pressions démographiques. C'est la théorie soutenue par Jean-Marie Le Pen régulièrement. La nature ayant horreur du vide, les peuples d'Europe ne seront jamais nombreux pour contenir la pression migratoire. Oui, alors si vous voulez, il y a quand même un paradoxe. Il y a un différentiel démographique, ça c'est sûr. Il y a un différentiel démographique entre des pays qui ont un taux de fécondité autour de un enfant et demi par femme, c'est un peu, la statistique c'est un peu barbare, hein, mais, et des pays qui ont des taux de natalité, des taux de fécondité de 2,5, voire 3, voire pour l'Afrique noire de 4,5 ou 5. Bon, ça c'est vrai. Mais ceci étant, le paradoxe tout de même, c'est qu'actuellement, les gens parlent de zones à faible densité de population pour aller vers des zones à forte densité de population. C'est-à-dire que si vous voulez, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, les grandes métropoles françaises, il y a une extraordinaire densité démographique. Et objectivement, quand vous voyez Paris, la densité démographique est très largement supportable. Donc, est très largement insupportable, plus précisément. Et donc, l'argument démographique est tout à fait contestable. Il est évident
que les peuples doivent se protéger. Les peuples se protègent. Les peuples ont même inventé, ça remonte à assez loin je pense, ont même inventé des armées pour protéger leur territoire. Par conséquent, il faut protéger notre territoire, sinon on accepte l'invasion. Il n'y a absolument aucune raison d'accepter l'invasion. Vous savez, l'argument démographique, il est quand même assez étonnant, parce que c'était un peu l'argument des Allemands avant la Seconde Guerre mondiale, sur, comment ils appelaient ça, l'espace naturel, l'espace de vie, voilà. Voilà, je vous laisse dire le mot, effectivement. Donc là, on a refusé. On aurait pu dire en 1939, écoutez, oui, on comprend, nous on a de l'espace, vous n'en avez pas, rentrez chez nous, chers amis. Non, c'est pas ce qu'on a fait. On s'est opposé. Voilà. Je crois qu'il faut s'opposer à toutes les formes d'invasion, qu'elles soient militaires ou un peu moins militaires. Encore que quand vous voyez des images, comme on les a vues aux frontières, dans les frontières des Balkans, d'Autriche, de Croatie ou de Macédoine, des masses de population qui attaquent violemment les policiers qui défendent les frontières, on est clairement, de la part de ceux qui attaquent, dans une logique d'invasion. Et une invasion, ça se repousse. Voilà. Mais après, c'est affaire de volonté politique, évidemment. On en vient à une autre dimension du problème, c'est la catastrophe économique pour la France. On dit que l'immigration aurait été voulue par le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires et les coûts du travail. Mais ne peut-on pas considérer que ce lobbying très intéressé a néanmoins permis une baisse des prix pour tous les consommateurs, tant nationaux qu'immigrés? Dans ce cas, est-ce qu'on peut encore parler de catastrophe? Alors, bien sûr, je crois que l'objectif de la baisse des coûts salariaux, c'est un objectif qui s'explique dans une logique de concurrence généralisée, où chacun va être tenté de baisser effectivement ses coûts salariaux, soit par la délocalisation pour ce qui est délocalisable, soit par l'immigration pour ce qui est moins délocalisable, comme le bâtiment et les travaux publics par exemple, les services et j'en passe. Bon. C'est le jeu de la concurrence. Est-ce que ça bénéficie au final aux consommateurs? Très partiellement. D'abord parce que ça augmente la possibilité de profit. Et que d'ailleurs si vous regardez l'évolution des revenus depuis 30 ans sur l'ensemble du monde développé, il y a un élargissement considérable des écarts de revenus. C'est-à-dire que cette baisse des salaires a permis quand même l'augmentation des profits. Est-ce qu'elle a en même temps permis une baisse des prix? Oui, c'est possible dans certains domaines, mais ça se paye très cher parce que cette immigration, elle coûte cher en termes de droits sociaux et donc elle se paye en termes d'impôts. Quand on dit la France a un taux de fiscalité de prélèvement obligatoire très élevé, il faut bien voir que les deux causes principales, ce ne sont pas les dépenses régaliennes qui n'ont cessé de baisser, les dépenses de sécurité, les dépenses de défense, les dépenses d'organisation générale de l'État, elles n'ont cessé de baisser. Ce qui a augmenté, ce sont les dépenses des collectivités locales et les dépenses de transferts sociaux qui sont en partie explicables par l'immigration, notamment les difficultés des collectivités locales des collectivités territoriales pour payer le revenu social d'activité sont assez largement liées à ce phénomène migratoire. Donc, en fait, je pense que le consommateur, il gagne parfois, le consommateur contribuable, il perd toujours, le grand dirigeant d'entreprise et le capital financier, il gagnent toujours. Donc, c'est pas un jeu où... C'est un jeu à somme positive pour les uns, à somme négative pour les autres. Et d'ailleurs, on voit très bien la militance du patronat
sur ce sujet, que ce soit M. Gattaz, Mme Parizeau, qui ont beaucoup milité, mais avant, d'autres l'ont fait d'ailleurs, ce ne sont pas les premiers. Mais aujourd'hui, ça dépasse le cadre franco-français, puisque c'est la logique de la superclasse mondiale, telle qu'elle est décrite par Samuel Huntington dans un livre tout à fait remarquable, qui s'appelle « Qui sommes-nous ?», qui se consacre à étudier l'identité américaine, mais c'est tout à fait transposable chez nous. Eh bien, dans ce livre, Samuel Huntington explique que, au fond, le gouvernement mondial, c'est la superclasse mondiale, c'est-à-dire quelques millions d'hommes qui ont ensemble davantage d'intérêts qu'ils n'en partagent avec les peuples dont ils sont issus. Et donc, la logique de cette superclasse mondiale, c'est à la fois de baisser les coûts, donc l'immigration est un moyen de baisser les coûts salariaux, et en même temps, l'immigration a un autre avantage, c'est qu'elle augmente le nombre des consommateurs. Et donc, elle augmente l'empire des très grandes entreprises. C'est très simple, un Africain qui reste en Afrique va moins consommer, il va produire plus localement, il va moins consommer qu'un Africain implanté en Europe. Donc il y a un intérêt de ces très grandes entreprises qui pèsent de plus en plus sur la politique des États, puisqu'aujourd'hui on est dans un système où les États-nations ont beaucoup reculé vis-à-vis des grandes entreprises en termes de pouvoir. L'intérêt de ces grandes entreprises, c'est de se développer sur l'ensemble du monde, de développer l'ensemble des consommateurs et de baisser, de tirer vers la baisse les salaires pour augmenter leurs marges. Toujours sur le chapitre économique, vous adoptez une position pour le moins surprenante, disons dans le petit monde de la droite nationale. Le chapitre 34 s'intitule en effet « Cessez de croire à l'aide au retour et à l'aide au co-développement ». Pourquoi une telle position alors que ces aides semblent constituer de mesures fortes pour inciter les immigrés potentiels à rester chez eux? Alors, je crois, si vous voulez, que ce qui est une mesure forte pour inciter les immigrés à rester chez eux, ce qui serait une mesure forte, c'est la préférence nationale. C'est-à-dire la réservation d'un certain nombre de droits économiques et sociaux aux nationaux. À partir de ce moment-là, l'attrait pour notre pays, l'attrait économique et social de notre pays baisserait. Ça, c'est essentiel, la préférence nationale. En revanche, je suis plus sceptique sur l'aide au retour et l'aide au développement, parce que l'aide au retour aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la préférence nationale, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Si l'immigré fait un calcul économique, il s'aperçoit qu'il a quand même intérêt globalement à rester plutôt qu'à repartir même avec une aide au retour. Sauf parce que l'aide au retour a beaucoup servi au va-et-vient, notamment avec les Roms récemment. Je te donne l'aide au retour, je repars, je reviens, bon voilà. Donc ça c'est assez pervers, c'est un peu une illusion. L'aide au développement, c'est un sujet plus compliqué. Je crois de toute façon qu'aujourd'hui, c'est pas certain que le développement économique de type classique qu'on connaît, à base de grandes entreprises, etc., soit la meilleure manière de fixer sur place les populations africaines. C'est probablement vers des formes de développement local, d'autodéveloppement, qu'il faut aller, plutôt que vers des grands programmes de développement qui vont sortir les gens des campagnes vers les villes du tiers-monde, et les villes du tiers-monde d'où ils partiront pour les villes d'Europe et d'Occident. Donc je crois que c'est un peu une illusion. Alors, beaucoup disent cela parce qu'au fond, ça permet d'être gentil. Voilà, on a une solution qui est gentille, mais je crois que c'est une illusion. Et donc, moi, dans ce livre, j'ai voulu dire, je n'aurais pas la prétention de dire j'ai voulu dire la vérité, parce que la vérité, c'est difficile, mais j'ai voulu dire ce qui me paraissait juste et exact. On peut évidemment contester. Oui. Par exemple, le plan d'électrification de l'Afrique, ça vous parle pas? Je suis pas sûr que ça contribue plus à maintenir les gens sur place. C'est plutôt un cache-misère. Je suis pas sûr de ça. Alors, dans ce cas, que faire? Quelles seraient les grandes mesures politiques, c'est-à-dire les mesures efficaces, pour éviter cette catastrophe? Alors déjà, il faut se fixer un objectif. Il faut prendre en compte
il faut prendre en compte le réel. Si on prend en compte le réel, on peut envisager 3 types de solutions. L'assimilation, la rémigration, la communautarisation. J'entends la communautarisation, non pas des autres, mais des nôtres. L'assimilation, c'est une solution que vous pouvez envisager peut-être théoriquement il y a 40 ans. Personnellement, je n'y croyais pas beaucoup. Mais j'admets qu'il y a 40 ans, vous pouvez l'envisager. Aujourd'hui, ça n'est pas une solution. En dehors, encore une fois, d'un petit nombre d'individus, d'individualités qui peuvent s'assimiler. Les masses ne se sont pas assimilées. Au contraire, elles sont reparties vers leurs coutumes, leur civilisation, leur religion d'origine. Voilà, ça c'est un fait. Donc l'assimilation, ça n'est pas la solution. Sauf pour quelques individualités, bien sûr. L'autre solution, c'est la rémigration. Alors la rémigration, les gens ont souvent un peu peur du terme, ils se disent on n'y arrivera jamais. Et là, moi je fais une comparaison avec la chope de bière. Si vous êtes dans un pays du Nord, de l'Europe, et qu'on vous sert une très grande chope de bière, vous allez dire, mais comment je vais faire pour la vider? Comment je vais faire pour la vider? Eh bien, moi je vais vous dire comment faire pour la vider. Il faut commencer par boire petit à petit. Et petit à petit, eh bien, la quantité de bière va diminuer. Alors, dans le cas de la remigration, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la première mesure à prendre, c'est l'immigration zéro, l'arrêt de toute immigration nouvelle. Voilà. Parce que si vous avez l'immigration zéro, l'arrêt de toute immigration nouvelle, vous avez déjà une remigration, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'immigrés qui repartent spontanément. Et donc, si vous arrêtez toute immigration nouvelle, vous commencez à diminuer l'immigration. Et puis, il y a la masse des clandestins. Les clandestins, combien sont-ils? 1 million, 2 millions, peut-être plus. Ils n'ont aucun droit au séjour. Aucun droit au séjour. Donc ils doivent repartir. Et non pas continuer à bénéficier du RSA, de l'aide médicale d'État, de la CMU, et j'en passe. Donc, deuxième mesure, le retour des clandestins. C'est simplement l'application de la loi. Troisième mesure, l'expulsion des délinquants à l'issue de leur peine. Ceux qui libèrent des places dans les prisons, pour en mettre d'autres, qu'on réexpulsera après. Voilà. Donc ça, c'est déjà, et qui alors là, ne touche peut-être pas des masses considérables, mais améliorerait considérablement la qualité de vie des Français, et des Européens dans les autres pays d'Europe, bien sûr. La quatrième étape, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui séjournent régulièrement, de l'ordre de 4 millions, avec un titre de séjour régulier. Mais ce titre de séjour n'est pas définitif. Je cite dans mon livre l'exemple d'un Français qui était installé aux États-Unis, qui faisait tourner un restaurant qui marchait très bien dans la vallée californienne du vin. Il y a eu la crise en 2008. On lui a dit, écoutez monsieur, on vous reprend votre carte verte. Et il est parti. Voilà. Eh bien, je dois dire, on doit pouvoir faire la même chose avec toute une partie de ces 4 millions d'étrangers. Voilà une étape supplémentaire. Alors, à l'après, il reste, et ça je reconnais que c'est plus difficile, il reste l'immigration des binationaux. C'est-à-dire ceux qui sont français au regard de la loi française, algériens, marocains, tunisiens ou maliens au regard des lois de ces pays. Ceux-là, je serais tenté de dire qu'il y a trois catégories. Il y a parmi ceux-là des gens qui sont assimilés, il n'y a pas de problème. Bon. Il y en a qui, sans être assimilés, n'ont pas de comportement agressif vis-à-vis du pays d'accueil. Ceux-là, on peut aussi les garder. Et puis, il y a ceux qui non seulement ne sont pas assimilés, mais sont agressifs vis-à-vis du pays d'accueil et ont une attitude conquérante, se considèrent comme des étrangers, ne se considèrent absolument pas comme des Français, en tout cas pas ni culturellement, ni civilisationnellement, ni affectivement. Eh bien ceux-là n'ont pas vocation à rester. Quelqu'un qui veut faire le djihad en Syrie, il n'a pas vocation à rester en France.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a on peut procéder de manière progressive, et à partir du moment, ce qui est très important, c'est d'inverser le phénomène. Aujourd'hui, on est toujours vers plus d'immigration. Il faut progressivement passer vers toujours moins d'immigration. Bien sûr, cela suppose des changements assez radicaux. C'est d'abord un objectif politique qui doit être affiché, parce que si l'objectif politique n'est pas affiché, il ne pourra pas être mis en œuvre. Cela suppose des changements assez radicaux, et cela suppose des changements de paradigme idéologique, bien sûr. Il faut passer d'une défense des droits individuels des gens qui arrivent de n'importe où, à la défense du droit des peuples à garder leur identité, à garder leur culture, à garder leur civilisation, bien sûr. Inverser la courbe de l'immigration, comme d'autres veulent inverser la courbe du chômage. Oui, en espérant qu'on réussira mieux, oui. Absolument, tout à fait. Alors, parmi les réformes à mettre en œuvre d'urgence, vous préconisez de modifier le cadre institutionnel dans lequel la politique de rémigration doit se déployer. Vous défendez ainsi une véritable révolution institutionnelle qui passe notamment par la réduction du pouvoir des juges, oui, de la magistrature, et ce, à tous les niveaux, du juge de terrain au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel. Cette évolution peut-elle être rapide et surtout est-elle réaliste dans le cadre institutionnel de la Ve République ? Je serais tenté de dire oui, la Ve République des origines n'avait absolument pas prévu le pouvoir des juges. Absolument pas prévu le pouvoir des juges. Le Conseil constitutionnel n'intervenait pour censurer les lois que pour des raisons techniques, absolument pas pour des raisons idéologiques. Or aujourd'hui c'est un censeur idéologique. Et la Cour européenne des droits de l'homme n'intervenait pas parce que il n'était pas prévu qu'elle intervienne pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme. Et il s'est construit, depuis 40 ans, nous avons assisté à un coup d'État des juges. Un coup d'État des juges avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le Conseil d'État qui, le premier, a procédé au coup d'État des juges sur le regroupement familial. Le regroupement familial, il a été créé effectivement en 1976 par Chirac et Giscard. Sauf que 3 ans plus tard, Giscard, avec Bonnet comme ministre de l'Intérieur, ont voulu revenir sur le regroupement familial. Ils ont donc pris un décret modifiant les règles et suspendant le regroupement familial, et ce décret a été cassé par le Conseil d'État de manière purement prétorienne, en interprétant à sa manière la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit, ce qu'on comprend très bien, qui prévoit qu'on ne peut pas séparer l'enfant de sa famille, sauf que le Conseil d'État a dit on ne peut pas séparer l'enfant de la famille, donc le regroupement familial doit se faire en France. Ce qui est évidemment, qui n'a été écrit dans aucun texte, qui n'a été voté par aucun parlement, c'est une décision, c'est un coup d'État. Et depuis, les coups d'État du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, se sont absolument accumulés par interprétation de manière très générale, de manière idéologique favorable à l'immigration, de textes très généraux. Je vous donne un autre exemple. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré récemment qu'on ne pouvait pas renvoyer en Guinée une femme qui était susceptible d'y être mal accueillie par sa famille. Alors à partir de là, la Convention sur les réfugiés n'a plus aucune limite. Alors que dans le même temps, des hommes qui mériteraient absolument le statut de réfugié politique, comme Snowden ou Assange de Wikileaks, Snowden qui a dénoncé l'espionnage mondial de la NSA, eux n'ont pas le statut de réfugié politique. Donc vous voyez à quel point on est dans la dérive politico-judiciaire. Alors il faut que ce soit les Français et les Européens en général qui décident qui ils veulent ou non accueillir, quelle politique d'immigration ils veulent ou non, et non pas des juges. Vous savez, j'allume un peu dans mon livre les conseillers d'État, puisque les conseillers d'État, soit comme conseillers d'État, soit comme conseillers auprès du Conseil constitutionnel, soit même comme juges à la Cour européenne des droits de l'homme, ont joué un rôle considérable en faveur de l'immigration. Eh bien, moi j'ai regardé où ils habitaient.
Et très curieusement, ils habitent des quartiers où il n'y a pas d'immigrés. Donc pour eux, les immigrés, c'est bon, mais pour les autres. Théorique, oui. Alors, nous entendons bien votre volonté de résistance qui est aussi la nôtre, mais au risque de paraître défaitiste, pensez-vous vraiment que le peuple français et les peuples européens sauront faire preuve de la résistance morale et psychologique nécessaire pour soutenir une remigration qui nécessairement se passe pas dans la douleur? Nous entendons beaucoup de Français qui en ont marre de l'immigration, mais qui risquent néanmoins de se ranger avec l'ennemi lorsque les premières mesures douloureuses seront appliquées. Alors, vous avez raison, c'est difficile. Ce que je propose, c'est un changement de paradigme, effectivement. Alors, en fait, ça suppose deux choses. Ça suppose des circonstances exceptionnelles qui font qu'à partir de là, les Français pourraient reprendre leur souveraineté sur leur territoire. Ça suppose des circonstances exceptionnelles. Sans circonstances exceptionnelles, finalement, ils se laissent bercer par la propagande. Alors les circonstances exceptionnelles, c'est difficile quand même, puisque les attentats ne suffisent pas. En Allemagne, les viols de la Saint-Sylvestre ne suffisent pas non plus, donc les circonstances exceptionnelles, c'est quand même difficile, parce que finalement, les gens vivent quand même dans un certain confort, et sont ahuris par les médias. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de politique migratoire différente sans rétablissement du pluralisme médiatique. Je crois que ça, c'est un sujet tout à fait important. Moi, je suis assez... je ne suis pas d'accord avec les gens qui s'expriment en faveur du mondialisme, en faveur de l'immigration, en faveur de l'ouverture des frontières, mais je ne suis pas pour leur interdire la parole. Ils ont des idées, ils peuvent les exprimer, à condition que ceux qui ont des idées contraires puissent aussi les exprimer, à condition qu'il y ait pluralité de débats. Or, évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque dans les médias, on est dans la monoculture de la doxa dominante. Quand Hollande a voulu parler de la déchéance de la nationalité pour les terroristes, il y a eu des débats dans les radios, les télévisions. Il y avait à l'époque 95% des Français qui étaient pour la déchéance de la nationalité des terroristes. Mais les médias organisaient des débats où tous ceux qui participaient au débat étaient contre. C'est quand même extraordinaire. Et Mme Léa Salamé a reproché à François Hollande une faute morale en ayant parlé de ça. Mais de quoi? En quoi elle est qualifiée? Elle est journaliste, elle doit dire les faits, donner les points de vue. Elle ne doit pas donner un point de vue moral, dire le bien, dire le mal. Elle n'a aucune qualité en la matière. Et donc il y a effectivement un élément de bataille médiatique. Il faut rétablir le pluralisme médiatique. Aujourd'hui, le pluralisme médiatique est en partie rétabli, mais tout à fait à la marge, par les médias alternatifs qui montrent des faits différents, qui montrent des images différentes, et qui empêchent les grands médias de faire silence. Il est évident qu'une affaire comme celle de Cologne n'aurait pas été connue de l'opinion allemande et de l'opinion européenne en général. Tous ces viols, toutes ces agressions sexuelles n'auraient pas été connus s'il n'y avait pas eu les médias alternatifs qui en avaient parlé et qui avaient ensuite forcé les médias dominants à en parler. Donc, là aussi, les choses sont en train d'évoluer grâce aux médias alternatifs, mais il est évident qu'il est insupportable que nous ayons des médias aussi monocouleurs. Alors, vous savez, actuellement, on parle de la diversité dans les médias, mais la diversité dans les médias, celle dont on a besoin, c'est pas la diversité des origines ethniques, c'est même pas la diversité homme-femme, c'est la diversité politique. C'est de cette diversité, la diversité idéologique. C'est de cette diversité-là qu'on a besoin, dont on a besoin, pardon. Pour terminer, qu'est-ce que vous préconisez du côté des forces de résistance nationale pour accompagner et faire croître le mouvement anti-immigrationniste? Alors,
Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut développer du côté des forces nationales dans leur diversité. Hein. Dans leur diversité, c'est d'abord le combat médiatique. Le combat médiatique, il doit avoir deux axes principaux. Un axe de dénonciation des médias pour que les gens cessent de les croire ou les croient de moins en moins. Bon, c'est un peu ce que je fais à Polémia avec la cérémonie des Bobards d'Or. Donc il faut agir pour détruire la croyance des gens dans les médias. Et puis il faut aussi apporter des informations différentes, des réflexions différentes. En étant assez exigeant, je crois qu'il faut s'en tenir aux faits, aux analyses. Il ne faut pas travestir les choses. Ça, je crois que c'est pas efficace, pas bien. Mais il faut aussi apporter une contre-information, une réinformation. Ça, c'est une bataille qui doit être menée et que chacun peut mener, je dirais, chez lui. Hein. Il peut y avoir, moi je souhaiterais qu'il y ait beaucoup, ça commence à se développer, beaucoup de médias locaux, régionaux de réinformation. Il faut vraiment, chacun peut dans sa sphère, et puis il y a l'action par les réseaux sociaux, peut agir pour faire apparaître un autre point de vue que celui de la doxa de Milan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi livrer des batailles locales. Il faut livrer des batailles à Calais, il faut livrer des batailles au Val-Maubuée quand des campements roms mettent en cause des espaces verts. Il faut livrer des batailles locales. Il ne faut pas simplement se contenter d'attendre le grand soir électoral qui, même s'il survenait, ne réglerait pas à lui seul tous les problèmes. Et puis il faut résister dans sa tête à ce qu'on veut nous imposer à travers tout ce système médiatique. Merci, Monsieur Le Gallou. Merci à vous.